L'aube n'était jamais douce au pénitencier de Beaulieu. Elle ne s'annonçait pas avec des couleurs tendres ou des promesses de renouveau, mais avec une lumière pâle, presque maladive, qui s'infiltrait à travers les barreaux comme une vérité qu'on ne pouvait plus repousser. À 6 heures précises, l'horloge murale, suspendue au-dessus du couloir principal, émit un cliquetis sec, presque solennel, comme si elle elle-même participait à la sentence. Ce son résonna dans les murs froids, ricocha contre les portes métalliques et finit par mourir dans un silence lourd, irréversible. Dans la cellule 17, Rémi Dubois ouvrit les yeux. Il n'avait presque pas dormi, mais ce n'était pas différent des nuits précédentes. Depuis 5 ans, le sommeil n'était plus un refuge, mais une lutte, un territoire envahi par les souvenirs fragmentés, les cris étouffés, les visages flous. Pourtant, ce matin-là, quelque chose était différent. Ce n'était pas la peur, elle était là bien sûr, constante, insidieuse, mais une forme de calme étrange, presque détachée, comme si son esprit refusait désormais de comprendre ce qui allait se produire. Les pas des gardiens résonnèrent dans le couloir avant même qu'ils ne voient leur silhouette apparaître derrière la petite fenêtre de sa porte. Il reconnut immédiatement le rythme, lent, méthodique, implacable. Ce n'était pas une ronde ordinaire, c'était le pas des derniers matins. La porte s'ouvrit dans un grincement métallique qui sembla durer une éternité. 2 hommes entrèrent. Le plus jeune évitait de croiser son regard. Le plus âgé, lui, le fixa brièvement avec une dureté presque mécanique, comme s'il s'efforçait de ne voir en lui qu'un numéro, une procédure, une tâche à accomplir. Debout. La voix était sèche, sans émotion. Rémi obéit sans un mot. Ses mouvements étaient lents, non par résistance, mais parce que chaque geste semblait chargé d'un poids invisible. Il passa une main sur son visage, sentant la rugosité de sa barbe, le froid de sa peau. Il était encore en vie. Pour combien de temps? 5 ans. 5 ans à répéter la même phrase, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle perde presque son sens. Je suis innocent. 5 ans à la murmurer au mur, à la crier au juge, à la supplier au gardien. Mais les murs n'avaient jamais répondu, les juges n'avaient jamais douté, et les gardiens avaient fini par ne plus écouter. Pourtant, au fond de lui, quelque chose refusait de s'éteindre. Une certitude fragile, presque douloureuse, mais indestructible. Je veux voir ma fille. Sa voix surprit même le gardien le plus jeune. Elle n'était pas forte, mais elle portait une intensité brute, une humanité qu'on n'entendait presque jamais dans ces murs. Juste ça, continua Rémi. Laissez-moi voir Soline avant que tout ne finisse. Le silence qui suivit fut bref mais chargé. Le plus âgé ricana légèrement, un son sec et désagréable. Les condamnés n'ont pas de droit. Mais Rémi ne détourna pas le regard. C'est une enfant de 8 ans. Je ne l'ai pas vue depuis 3 ans. C'est la seule chose que je demande. Le jeune gardien hésita. Cela se voyait dans ses yeux, dans la tension de ses épaules. Il n'était pas encore complètement brisé par ce lieu. Il restait en lui une part d'humanité, fragile mais vivante. Quelques minutes plus tard, la demande remonta jusqu'au bureau du directeur. Le colonel Moreau n'aimait pas les surprises. À 60 ans, après 3 décennies passées à superviser des condamnés à mort, il avait appris à se méfier des émotions. Elles brouillaient le jugement, ralentissaient les décisions, compliquaient ce qui devait rester simple. La loi décidait, lui exécutait. Et pourtant, lorsqu'il prit le dossier de Rémi Dubois entre ses mains, il ressentit cette même sensation familière, dérangeante, un détail invisible, une dissonance qu'il n'arrivait pas à expliquer. Les preuves étaient solides, trop solides peut-être. Empreintes sur l'arme, vêtements tachés, témoignages oculaires, tout s'emboîtait avec une précision presque parfaite. Et c'était justement cela qui le troublait. Parce qu'en 30 ans, il avait appris une chose essentielle. La vérité n'était jamais parfaite. Il se souvenait des yeux de Rémi, ce regard qu'il avait croisé à plusieurs reprises lors des transferts, des audiences, des examens. Ce n'était pas le regard d'un homme brisé par la culpabilité. Ce n'était pas non plus celui d'un manipulateur. C'était autre chose, une forme de désespoir pur, presque enfantin, qui ne collait pas avec le crime qu'on lui attribuait. Moreau posa le dossier sur son bureau et resta un moment immobile, les mains jointes, le regard perdu dans le vide. Qu'on amène la petite. 3 mots. Une décision qui, en apparence, ne changeait rien. Une simple faveur accordée à un condamné. Mais au fond de lui, Moreau savait que quelque chose venait de basculer.
3 heures plus tard, une camionnette blanche s'arrêta devant les grilles du pénitencier. Le moteur se coupa dans un silence presque irréel. Une assistante sociale descendit la première, jetant un regard nerveux autour d'elle. Puis, elle tendit la main. La fillette qui sortit du véhicule ne ressemblait pas aux enfants que l'on voyait habituellement. Elle ne pleurait pas, elle ne tremblait pas. Elle avançait avec une lenteur maîtrisée, comme si chaque pas avait été répété, anticipé, accepté. Soline Dubois avait 8 ans, mais ses yeux portaient quelque chose de bien plus ancien. Une gravité silencieuse, une profondeur qui mettait mal à l'aise ceux qui croisaient son regard. Les détenus, derrière leurs barreaux, cessèrent de parler lorsqu'elle passa. Certains s'approchèrent, d'autres restèrent figés, mais tous ressentirent la même chose sans pouvoir l'expliquer. Cet enfant n'était pas ordinaire. Dans la salle de visite, Rémi attendait, menotté, fatigué, brisé en apparence. Mais lorsqu'il vit sa fille apparaître dans l'encadrement de la porte, quelque chose se fissura en lui. Ses yeux se remplirent de larmes. « Ma petite », murmura-t-il, « ma petite Soline ». Le temps sembla ralentir. Chaque seconde s'étira, chargée d'une tension presque insoutenable. Et personne, pas même les gardiens les plus expérimentés, n'aurait pu deviner que ce qui allait se produire dans les minutes suivantes changerait tout. Absolument tout. Soline ne courut pas vers lui. Elle ne cria pas, ne sanglota pas comme l'auraient fait la plupart des enfants confrontés à une séparation aussi brutale et à des retrouvailles aussi tardives. Elle resta un instant immobile à l'entrée de la salle, comme si elle observait, évaluait, absorbait chaque détail de cet instant qu'elle avait peut-être imaginé 1000 fois. Puis elle avança, lentement. Chaque pas résonnait dans la pièce avec une clarté étrange, presque irréelle. Les gardiens échangèrent un regard. Quelque chose dans cette scène les mettait mal à l'aise, sans qu'ils puissent dire pourquoi. Peut-être était-ce le silence, peut-être cette absence totale de réaction enfantine, ou peut-être était-ce ce regard, fixe, profond, presque adulte, que la fillette posait sur son père. Rémi, lui, tendit ses mains menottées avec une précaution infinie, comme s'il craignait que le moindre geste brusque puisse briser ce moment fragile. Lorsqu'elle arriva à sa hauteur, Soline posa ses petites mains sur les siennes. Le contraste était saisissant, ses doigts fins et pâles contre la peau marquée, rugueuse, abîmée de son père. Ils restèrent ainsi, sans parler, 1 minute entière, peut-être plus. Dans un coin, l'assistante sociale consulta son téléphone, mal à l'aise face à ce silence. Les gardiens, eux, observaient sans détourner les yeux. Il y avait quelque chose dans l'air, une tension invisible mais palpable. Puis Soline se pencha. Un mouvement simple, presque imperceptible. Elle approcha ses lèvres de l'oreille de son père et murmura. Personne n'entendit les mots. Pas un son ne franchit l'espace entre eux et le reste du monde. Et pourtant, tous virent ce qui suivit. Le visage de Rémi changea. Ce ne fut pas immédiat, mais progressif, comme une vague qui monte lentement avant de tout submerger. D'abord, ses yeux s'écarquillèrent légèrement, puis son teint pâlit, comme si le sang quittait brusquement son visage. Ses mains se mirent à trembler. Et soudain, les larmes qu'il retenait jusque-là éclatèrent. Pas des larmes silencieuses, contenues, non. Des sanglots profonds, incontrôlables, qui secouaient tout son corps. Une douleur brute mêlée à quelque chose d'autre, quelque chose de plus puissant encore. De l'espoir. « C'est vrai ?» demanda-t-il d'une voix brisée. Il recula légèrement pour la regarder, ses yeux cherchant les siens avec une intensité presque désespérée. « C'est vrai ce que tu me dis ?» Soline hocha lentement la tête. Ce geste, simple, presque imperceptible, déclencha une réaction que personne n'aurait pu anticiper. Rémi se leva brusquement. La chaise tomba dans un fracas métallique qui fit sursauter tout le monde. Les gardiens se précipitèrent vers lui, prêts à intervenir, mais il ne tenta pas de fuir. Il ne regardait même pas autour de lui. Il cria. « Je suis innocent !» Sa voix résonna dans toute la pièce, plus forte, plus vivante que jamais. « J'ai toujours été innocent. » C'était différent. Tous le comprirent immédiatement. Ce n'était pas la protestation désespérée d'un homme acculé. Ce n'était pas un cri de peur face à la mort imminente. C'était une déclaration. « Maintenant, je peux le prouver. » Les gardiens hésitèrent. Le plus jeune regarda son collègue, incertain. Le plus âgé serra la mâchoire, troublé malgré lui. Soline, elle,
s'accrochait à son père avec une force surprenante pour son âge. Elle ne pleurait toujours pas. Son visage était calme, presque déterminé. « Il est temps qu'il sache la vérité, dit-elle. » Sa voix était claire, posée. « Il est temps. » Derrière la vitre sans teint, le colonel Moreau observait la scène. Il n'avait pas bougé depuis le début. Son regard était fixé sur l'écran de surveillance, mais son esprit, lui, travaillait à une vitesse inhabituelle. Quelque chose n'allait pas. Non, quelque chose ne correspondait pas. Il avait vu des centaines d'hommes dans cette pièce, des coupables qui niaient jusqu'au bout, des innocents brisés, des manipulateurs habiles, des hommes qui imploraient, qui menaçaient, qui sombraient dans la folie. Mais jamais, jamais il n'avait vu une transformation comme celle-ci. Ce n'était pas une réaction de peur, ni de soulagement. C'était une certitude. Il attrapa le téléphone posé sur son bureau sans quitter l'écran des yeux. « Arrêtez tout », dit-il d'une voix ferme. Un silence à l'autre bout. « Nous avons un problème. » Quelques minutes plus tard, les enregistrements de sécurité défilaient sur son écran. Moreau les regarda une fois, puis deux, puis 5. Chaque détail, chaque mouvement, chaque expression. Le silence, le murmure, le changement. « Qu'est-ce qu'elle lui a dit ?» demanda-t-il enfin. Le gardien le plus proche hésita. « Je n'ai pas entendu, colonel, mais... » « Mais quoi ? Cet homme, ce n'est plus le même. » Moreau s'appuya contre le dossier de son fauteuil. Ses doigts tapotaient lentement le bois du bureau, un tic qu'il n'avait jamais réussi à perdre. Ses yeux revinrent sur l'image figée de Soline. 8 ans. Et pourtant, on aurait dit qu'elle portait un secret trop lourd pour son âge. « Donnez-moi une ligne avec le procureur général. » La communication ne tarda pas. « Colonel Moreau, la procédure est prévue dans quelques heures. Tout est en place. Je veux une suspension. » Un silence, cette fois plus long. « Vous plaisantez. Il y a de nouveaux éléments. » « Quels éléments ? L'affaire est close depuis 5 ans. » Moreau fixa encore l'écran. Le visage de la fillette semblait presque le défier. « Je dois savoir ce qu'elle lui a dit. » Un soupir agacé résonna à l'autre bout. Puis, finalement, « Vous avez 72 heures, pas une de plus. Et si c'est une perte de temps, votre carrière est terminée. » La ligne se coupa. Moreau resta immobile un instant. Puis il se leva et s'approcha de la fenêtre de son bureau. La cour de la prison s'étendait devant lui, grise, silencieuse, immuable. Et pourtant, quelque part dans cette affaire qu'il croyait terminée, une fissure venait d'apparaître. Et au centre de cette fissure, il y avait une enfant de 8 ans. Une enfant qui détenait peut-être la vérité que personne n'avait voulu voir. À plusieurs kilomètres de là, dans un quartier résidentiel où les maisons semblaient s'endormir à la tombée du jour, la vie suivait un rythme bien différent. Ici, rien ne pressait, rien ne criait. Le temps s'étirait lentement, presque paresseusement, comme s'il refusait d'affronter ce qui se jouait ailleurs, derrière les murs de béton du pénitencier de Beaulieu. Dans le salon d'une petite maison au volet pâle, Denise Martin dînait seule. La télévision diffusait en fond sonore un feuilleton sans relief, ses images colorées contrastant avec la monotonie silencieuse de la pièce. Sur la table, une assiette à moitié entamée, des pilules alignées avec une précision presque médicale et un verre d'eau qui n'avait pas été touché. Denise n'était plus vraiment attentive à ce qu'elle regardait. Ses pensées dérivaient, comme souvent. Elle remontait le temps, revenait vers ces années où chaque jour comptait, où chaque affaire était une bataille, où chaque verdict pouvait sauver ou briser une vie. Elle avait été une grande avocate, une de celles dont le nom circulait dans les couloirs des tribunaux avec respect, parfois avec crainte. Elle connaissait les rouages du système, ses forces, mais surtout ses failles. Et elle avait appris, souvent à ses dépens, que la justice n'était pas toujours synonyme de vérité. Puis, il y avait eu cette affaire. 30 ans plus tôt. Un homme, un regard. Elle se souvenait encore de ses yeux. Pas de son nom, ni même des détails exacts du dossier. Le temps avait effacé ses contours, mais ce regard, lui, était resté intact. Une innocence désespérée, presque douloureuse, que personne n'avait voulu voir, pas même elle à l'époque. Elle avait perdu. Et cet homme avait passé 15 ans en prison avant que la vérité n'éclate. 15 années volées, 15 années qu'aucune réparation ne pouvait rendre. Denise ne s'était jamais pardonnée.
Le présent revint brutalement lorsqu'un flash d'information interrompit le programme. La voix du journaliste était grave, teintée d'une excitation contenue propre aux événements exceptionnels. Scène dramatique au pénitencier central de Beaulieu. Denise leva les yeux, distraite d'abord, puis attentive. Un détenu condamné à mort dans l'affaire Sarah Dubois a vu son exécution suspendue après une visite inattendue. Elle posa. Sur l'écran apparut un visage. Fatigué, marqué, encadré par une barbe négligée et des traits creusés par les années. Mais les yeux étaient les mêmes. Denise se redressa légèrement, comme si son corps réagissait avant même que son esprit ne comprenne. Rémi Dubois, condamné il y a 5 ans, a demandé à voir sa fille comme dernière volonté. Selon des sources internes, la fillette lui aurait murmuré quelque chose à l'oreille, provoquant une réaction inattendue et la suspension immédiate de la procédure. Le journaliste continuait, mais Denise n'écoutait plus vraiment. Elle fixait l'écran. Ce regard, c'était le même. Le même que celui qu'elle avait vu, 30 ans plus tôt, dans une salle d'audience trop froide, trop silencieuse. Le même mélange d'incompréhension, de peur et d'une vérité que personne ne voulait entendre. Son cœur accéléra légèrement. Non, ce n'était pas possible. Et pourtant, elle attrapa la télécommande et augmenta le volume. Les images défilaient, la prison, des silhouettes floues, une fillette de dos encadrée par des adultes. Puis à nouveau ce visage. Rémi Dubois. Elle murmura presque pour elle-même. On ne sait pas 2 fois la même erreur. Le silence retomba dans la pièce, mais il n'était plus le même. Il vibrait d'une tension nouvelle, d'une décision en train de naître. Denise se leva lentement. Son corps protestait. Son cœur, surtout, lui rappelait à chaque effort qu'elle n'était plus celle qu'elle avait été. Son médecin lui avait interdit le stress, les émotions fortes, les engagements prolongés. Mais certaines choses dépassaient la prudence. Elle attrapa son téléphone. Ses doigts tremblaient légèrement, non pas de peur, mais d'une énergie qu'elle croyait perdue. Elle composa un numéro qu'elle connaissait encore par cœur. Charles ? Un léger silence à l'autre bout, puis une voix familière, surprise. Denise ? Ça fait combien de temps ? Trop longtemps. Elle marqua une pause, cherchant ses mots, ou peut-être les pesant avec une précision qu'elle n'avait jamais perdue. J'ai besoin que tu me trouves tout sur l'affaire Dubois. Tout. Les rapports, les témoignages, les expertises, les procès-verbaux. Je veux chaque détail. Denise, tu es sûre ? Cette affaire est close depuis des années. Et toi ? Justement. Sa voix s'était durcie, retrouvant cette autorité qui avait autrefois fait plier des salles entières. Je ne me suis pas trompé la première fois parce que je manquais de preuves. Je me suis trompé parce que je n'ai pas regardé assez loin. Un silence. Puis, d'accord, je m'en occupe. Elle raccrocha. Pendant un instant, elle resta immobile au milieu de la pièce, entourée du silence redevenu lourd. Mais ce silence n'était plus celui de l'inaction. C'était celui qui précède une tempête. Elle se dirigea vers une vieille armoire, en sortit un dossier vierge, puis s'assit à son bureau. Son regard se posa sur ses mains. Elles avaient vieilli, elles tremblaient parfois, mais elle n'avait rien oublié. Dans la nuit qui suivit, Denise ne dormit pas. Les documents commencèrent à arriver, un par un, envoyés par Charles. Rapports de police, photographies, comptes rendus d'audience. Elle les parcourait avec une concentration presque fébrile, comme si chaque ligne pouvait contenir une fissure, une vérité cachée entre 2 mots. Et très vite, elle la trouva. Pas une preuve évidente, non. Quelque chose de plus subtil. Un détail qui ne collait pas. Puis un autre. Et encore un autre. Des incohérences. Minimes, presque invisibles pour un œil non entraîné, mais pour elle, elles formaient déjà un motif, une dissonance. Et au centre de tout cela, une question. Que lui avait dit cet enfant ? Denise leva les yeux vers la fenêtre. La nuit était profonde, silencieuse. Mais elle savait déjà que tout venait de recommencer. Et cette fois, elle n'abandonnerait pas. Le foyer Sainte-Marie se trouvait à la lisière de la ville, là où l'agitation urbaine cédait progressivement la place à un calme presque trompeur. Une allée bordée de vieux arbres menait jusqu'au bâtiment principal, une structure ancienne, aux murs pâlis par le temps,
dont les fenêtres semblaient observer le monde avec une patience mélancolique. Ici, les voix étaient basses, les pas feutrés, comme si chaque bruit devait respecter les blessures invisibles de ceux qui y vivaient. Lorsque Denise franchit le portail le lendemain matin, elle ressentit immédiatement ce silence particulier, chargé d'histoires qu'on ne racontait pas facilement. Elle s'arrêta un instant, observant la cour. Quelques enfants jouaient, mais leur rire était rare, comme retenu par une gravité qu'ils ne comprenaient pas encore. Elle avança d'un pas décidé, malgré la fatigue accumulée. Son corps protestait, mais son esprit était déjà ailleurs, concentré sur une seule chose, Soline Dubois. Dans le bureau de la directrice, Catherine Lefebvre l'attendait. C'était une femme d'une 60aine d'années, au visage marqué par les années et les responsabilités, mais dont le regard conservait une douceur lucide, celle de ceux qui ont trop vu pour se permettre d'ignorer la vérité. « Je ne sais pas ce que vous cherchez exactement, Madame Martin, dit-elle après les présentations. Mais cet enfant est sous protection. Je ne peux pas vous laisser l'approcher sans autorisation. » Denise hocha la tête, sans se formaliser. « Je ne suis pas venu la voir. Pas encore. Je veux comprendre. Comment elle est arrivée ici ?» Catherine resta silencieuse un instant, comme si elle pesait chaque mot à venir. Puis, elle soupira doucement et s'assit en face d'elle. « Elle est arrivée il y a 6 mois. Son oncle, Grégoire Dubois, l'a amenée lui-même. Il a dit qu'il ne pouvait plus s'en occuper. Trop de responsabilités, trop de complications avec l'affaire de son frère. » Elle marqua une pause. Mais quelque chose n'allait pas. Denise se pencha légèrement. « Quoi ?» ?»« Des marques. » Le mot tomba avec une simplicité brutale. Des ecchymoses sur les bras, pas récentes, mais suffisamment visibles pour poser des questions. Quand nous avons demandé des explications, il a parlé de chute, d'accident, rien de cohérent. Un frisson parcourut Denise. Et depuis ? Depuis, elle ne parle presque plus. Catherine baissa légèrement les yeux, comme si même prononcer ces mots était difficile. Elle mange peu, dort très mal, des cauchemars toutes les nuits. Elle se réveille en criant, mais jamais assez fort pour qu'on comprenne ce qu'elle dit. Et puis, elle hésita. Depuis la visite à la prison, c'est pire. Pire comment ? Elle n'a plus prononcé un seul mot. Le silence s'installa entre elles. Denise sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine, une douleur familière, presque ancienne. Elle avait vu cela avant. Des enfants brisés par des vérités trop lourdes, enfermés dans un silence que personne ne savait briser. Comme si, continua Catherine, elle avait dit tout ce qu'elle avait à dire, comme si ce murmure... Elle ne termina pas sa phrase. Denise se leva et s'approcha de la fenêtre. Dans la cour, une petite silhouette blonde se tenait à l'écart des autres enfants. Assise sur un banc, elle dessinait. Seule. « C'est elle ?» demanda Denise doucement. « Oui. » Elles restèrent un moment à l'observer. Il y avait quelque chose dans la posture de Soline. Une immobilité inhabituelle chez un enfant, une concentration presque adulte. Elle ne levait pas les yeux, ne cherchait pas à interagir, comme si le monde extérieur n'avait plus vraiment d'importance. « Est-ce que quelqu'un sait ce qu'elle a dit à son père ?» Catherine secoua lentement la tête. « Personne, mais quoi que ce soit. » Elle fixa la fillette, son regard chargé d'une inquiétude profonde. Cela est en train de la détruire. Denise ne répondit pas. Elle observait toujours Soline, mais son esprit travaillait déjà. Un enfant. Un murmure capable de suspendre une exécution. Un silence qui suivait. Ce n'était pas simplement un traumatisme. C'était un poids, une vérité. « Je veux parler à son oncle, » dit-elle finalement. Catherine eut un léger sourire, mais il n'avait rien de rassurant. « Vous n'aurez probablement pas à le chercher longtemps. » À peine avait-elle fini sa phrase qu'un bruit de moteur se fit entendre dans la cour. Une voiture noire, élégante, impeccable. Denise sentit instinctivement son corps se tendre. « Séduit », murmura Catherine. Quelques instants plus tard, la porte du bureau s'ouvrit sans qu'on frappe. Grégoire Dubois entra comme s'il était chez lui, costume parfaitement ajusté, cravate bleue soigneusement nouée, posture assurée. Tout en lui respirait le contrôle, la réussite, la respectabilité. Mais ce n'était pas ce que Denise remarqua en premier. Ce fut son regard. Froid, calculateur. « Je viens voir ma nièce », déclara-t-il sans saluer. Catherine se leva immédiatement.
Vous avez renoncé à votre tutelle il y a 6 mois. Elle est sous protection de l'État. Les circonstances ont changé. Sa voix était douce, mais tranchante. Avec ce qui arrive à mon frère, cet enfant a besoin d'une famille. Elle avait besoin d'une famille il y a 6 mois aussi, répondit Catherine avec fermeté. Un silence tendu s'installa. Puis Denise intervint. Curieux moment pour s'en souvenir. Grégoire tourna lentement la tête vers elle. Et vous êtes ? Quelqu'un qui s'intéresse à la vérité. Leurs regards se croisèrent. Un instant suspendu. Quelque chose passa entre eux, une reconnaissance silencieuse. Grégoire esquissa un sourire, mais ses yeux restèrent froids. La vérité est déjà établie, madame. Mon frère est coupable. Vraiment ? Denise soutint son regard sans ciller. Alors pourquoi avez-vous l'air si pressé de récupérer cet enfant ? Le sourire de Grégoire disparut légèrement, juste assez pour que Denise le remarque. Faites attention à ce que vous insinuez. Je ne fais qu'observer. Un bruit attira leur attention. Derrière la porte entr'ouverte, une petite silhouette venait d'apparaître. Soline. Elle était pâle, immobile. Ses yeux étaient fixés sur son oncle. Et dans ce regard, il n'y avait aucun doute possible. C'était de la peur. Pure, instinctive. Grégoire la vit aussi. Pendant une fraction de seconde, son masque se fissura. Puis il se recomposa aussitôt. Mais c'était suffisant. Denise avait vu. Catherine aussi. « Partez », dit la directrice d'une voix ferme. Grégoire ne bougea pas immédiatement. Il observa la fillette, puis les deux femmes. « Cela ne s'arrête pas ici. » Son ton avait changé, plus froid, plus dur. « Je reviendrai. Et la prochaine fois ?» Il laissa sa phrase en suspens, mais elle n'avait pas besoin d'être terminée. Il tourna les talons et quitta la pièce. La porte se referma dans un silence lourd. Denise regarda Soline. La fillette n'avait pas bougé, mais ses mains tremblaient légèrement. Et pour la première fois depuis qu'elle était arrivée, Denise comprit. Ce n'était pas seulement un témoin, c'était une survivante. 5 ans plus tôt, la maison des Dubois était plongée dans une tranquillité trompeuse. Nichée dans un quartier résidentiel ordinaire, elle ne portait aucun signe annonciateur du drame qui s'apprêtait à s'y dérouler. Les murs étaient encore habités par les gestes simples du quotidien, les habitudes répétées sans y penser, les silences familiers d'une vie ordinaire. Ce soir-là, comme tant d'autres, Sarah avait couché Soline tôt. La petite, âgée de 3 ans à peine, s'était endormie en serrant son ours en peluche contre elle, bercée par les murmures lointains de la maison. Elle ignorait encore que cette nuit s'imprimerait en elle pour toujours, sous forme d'images fragmentées, de sensations floues, mais indélébiles. Dans le salon, Rémi Dubois était assis, un verre à la main, puis un autre, et encore un autre, le 4e déjà. L'alcool brûlait sa gorge, mais il n'en ressentait presque plus l'effet. Ce qu'il cherchait n'était pas l'ivresse, mais l'oubli. Quelques jours plus tôt, il avait perdu son travail. L'atelier de menuiserie où il avait passé plus de 20 ans avait fermé du jour au lendemain, sans explication, sans promesse. À son âge, recommencer semblait impossible. Chaque pensée revenait à cette même impasse. Que faire maintenant ? Dans la cuisine, Sarah parlait au téléphone. Sa voix était basse mais tendue, comme retenue par une colère qu'elle s'efforçait de contenir. « Je t'ai dit de ne plus me chercher. » Rémi leva légèrement la tête. « Ce que tu as fait est impardonnable. Si tu ne règles pas ça, je parlerai. » Un silence. Puis, plus fort, « Peu importe tes menaces. » Elle raccrocha brusquement. Lorsqu'elle se retourna, elle trouva Rémi dans l'encadrement de la porte. « Avec qui tu parlais ?» demanda-t-il. « Avec personne. » Sa réponse fut trop rapide, trop sèche. « Va dormir, ajouta-t-elle. Tu as déjà trop bu. » Rémi voulut insister. Il le sentit, une intuition diffuse, quelque chose d'inhabituel dans le comportement de sa femme. Mais l'alcool embrouillait déjà ses pensées. Les mots lui échappaient, les idées se dissolvaient avant de se former. Il retourna au salon et s'effondra sur le canapé. Le sommeil le prit rapidement, brutalement. Sans rêve, sans souvenir. Du moins, c'est ce qu'il crut pendant des années. Car cette nuit-là, quelqu'un d'autre ne dormait pas. Soline se réveilla. Un bruit. Peut-être une porte, peut-être un pas.
À cet âge, les perceptions sont floues, mais l'instinct, lui, est précis. Elle sortit de son lit, tenant encore son ours contre elle, et s'approcha du couloir. La maison était plongée dans une pénombre étrange, découpée par les ombres des meubles et la lumière filtrée des lampadaires extérieurs. Et puis elle vit une silhouette. Un homme. Il entra dans la maison avec une assurance tranquille, comme quelqu'un qui connaissait parfaitement les lieux. Il ne cherchait pas son chemin. Il ne regardait pas autour de lui. Il avançait directement vers la cuisine. La petite ne comprenait pas, mais elle reconnaissait. Cet homme, elle l'avait déjà vu. Il venait parfois à la maison. Il lui parlait doucement, lui apportait des bonbons. Il portait presque toujours la même chose, une chemise bleue. Dans la cuisine, la voix de Sarah s'éleva, surprise, puis tendue. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Les mots suivants furent plus bas, plus rapides. Une discussion, une dispute, puis un bruit sourd, un cri étouffé, et de silence. Un silence brutal, total, qui sembla avaler tout le reste. Soline sentit son cœur battre plus vite. Elle ne comprenait pas ce qui se passait, mais elle comprenait une chose, elle devait se cacher. Elle se glissa dans l'armoire du couloir, refermant doucement la porte derrière elle. L'obscurité l'engloutit immédiatement. Elle serra son ours contre elle, retenant sa respiration, comme si le moindre bruit pouvait la trahir. À travers la fine ouverture de la porte, elle continua de regarder. L'homme sortit de la cuisine. Ses mouvements étaient calmes, contrôlés. Il s'approcha du salon, là où Rémi dormait encore. Inconscient, vulnérable. Soline vit l'homme se pencher vers lui. Elle ne comprenait pas tout, les gestes, les objets, les intentions. Mais certaines images restèrent gravées. Le métal froid dans les mains de son père. Les mains de l'homme guidant celles de Rémi. Un murmure. Des mots qu'elle ne pouvait pas entendre, mais dont le ton portait quelque chose de sombre. Puis des pas. L'homme se redressa. Il regarda autour de lui, brièvement. Et pendant une fraction de seconde, il tourna la tête vers le couloir, vers l'armoire, vers elle. Soline se figea. Son cœur cessa presque de battre. Avait-il vu? Le regard de l'homme resta un instant suspendu. Puis il détourna les yeux. Et partit. La porte se referma. Le silence revint. Mais ce n'était plus le même silence. C'était celui qui suit quelque chose d'irréversible. Dans l'armoire, la petite resta immobile. Longtemps. Trop longtemps pour un enfant de 3 ans. Elle n'osa pas sortir. Pas tout de suite. Quand enfin elle le fit, la maison semblait différente, froide, vide. Elle marcha lentement vers le salon. Son père était toujours là, endormi. Ou du moins, c'est ce qu'elle croyait. Plus loin, dans la cuisine, elle ne s'approcha pas. Elle n'avait pas besoin de voir. Quelque chose en elle savait déjà que cette nuit ne disparaîtrait jamais. Et pendant 5 longues années, elle garda tout cela pour elle. Jusqu'à ce matin-là, jusqu'à ce murmure. La nuit suivante, Denise ne quitta pas son bureau. Les lampes restèrent allumées jusqu'à l'aube, dessinant des halos jaunes sur les piles de documents qui envahissaient peu à peu la table. Il y avait quelque chose de presque ritualisé dans sa manière de travailler. Chaque feuille était lue, annotée, comparée, puis replacée avec une précision presque obsessionnelle. Elle ne cherchait pas seulement des réponses, elle cherchait des contradictions. Car dans toute affaire construite trop parfaitement, ce ne sont pas les preuves qui trahissent la vérité, ce sont les fissures. Elle relut le procès-verbal initial, puis le témoignage du voisin, puis la seconde version de ce même témoignage, et là, quelque chose accrocha. Pierre Leclerc. Première déclaration, il avait vu un homme quitter la maison des Dubois vers 23 heures. Un homme, sans précision. 3 jours plus tard, seconde déclaration. Cet homme était Rémi Dubois. Denise posa lentement le document. Pourquoi ce changement? Elle avait vu ce genre de choses des dizaines de fois. La mémoire humaine est fragile, malléable. Mais ici, il ne s'agissait pas d'un détail flou. Il s'agissait d'une identification formelle, un glissement trop net pour être innocent. Elle nota le nom,
puis continua. Les analyses médico-légales. Elle parcourut les dates. Ses sourcils se froncèrent légèrement. 72 heures. C'était le temps qu'il avait fallu pour obtenir les résultats complets. Empreintes, traces de sang, correspondance. Tout. Trop rapide. Dans des conditions normales, ces analyses prenaient des semaines, parfois des mois. Ici, tout avait été traité avec une efficacité presque suspecte, comme si l'urgence n'était pas de comprendre, mais de conclure. Elle se leva, fit quelques pas dans la pièce, puis revint s'asseoir. « On a voulu aller vite », murmura-t-elle. « Trop vite. » Elle reprit le dossier. Le nom du procureur attira son attention. Aurélien Leclerc. Elle s'immobilisa. Leclerc. Comme le voisin. Elle sentit une tension monter en elle, une intuition qui se transformait lentement en certitude. Elle attrapa son téléphone. « Charles, j'ai besoin de toi. »« Je suis déjà dessus, » répondit-il. « Dis-moi que Pierre Leclerc et Aurélien Leclerc sont liés. » Un silence. Puis, père et fils. Denise ferma les yeux un instant. Évidemment. Elle se rassit lentement. Le puzzle commençait à prendre forme. « Ce n'est pas tout, » continua Charles. « Tu devrais voir ça. » Quelques secondes plus tard, un nouveau document apparut sur son écran. Profil d'Aurélien Leclerc. Carrière exemplaire. Ascension rapide. Nommé juge 3 ans après l'affaire Dubois. Denise parcourut les lignes, de plus en plus attentive. « Attends, » murmura-t-elle. Elle relut un passage, puis une seconde fois. « Charles. »« Oui ?»« Regarde les transactions immobilières. »« Je suis dessus aussi. » Un autre silence. Plus lourd. « Tu avais raison de creuser. » Denise sentit son cœur s'accélérer. « Parle. » Aurélien Leclerc est associé dans plusieurs projets immobiliers, avec Grégoire Dubois. Le nom résonna dans la pièce comme un écho sombre. Grégoire. L'oncle. L'homme à la chemise bleue. Denise se leva brusquement. Depuis quand? Juste après la condamnation de Rémi. Elle resta immobile. Tout s'alignait. Trop bien. Et des propriétés? Ancienne terre de la famille Dubois. Le silence retomba. Mais cette fois, il était différent. Il ne contenait plus de doute. Seulement une vérité en train d'émerger. « Ce n'est pas un hasard, » murmura Denise. « Non. » Elle marcha lentement vers la fenêtre. L'aube commençait à poindre, dessinant des contours pâles sur les immeubles endormis. « Le testament, » dit-elle. « Quoi ? » « Il faut vérifier le testament des parents Dubois. »« Pourquoi ?» Elle resta silencieuse un instant, laissant ses pensées s'organiser. « Parce que tout tourne autour de ça. L'argent, les terres, le mobile. » Elle se tourna vers lui, même s'il ne pouvait pas la voir. Si Rémi avait droit à une part, et qu'il ne l'a jamais reçue, quelqu'un a triché. Exactement. Quelques heures plus tard, Charles la rappela. Sa voix avait changé. « Denise, dis-moi. » Le testament est faux. Un frisson parcourut son dos. « Tu es sûr ?» J'ai trouvé une copie de l'original. Les parts étaient divisées entre les 2 frères, mais le document validé après leur mort donne tout à Grégoire. Denise ferma les yeux. Et qui l'a validé? Aurélien Leclerc, avant qu'il ne devienne procureur. Elle ne répondit pas immédiatement. Elle n'en avait pas besoin. Tout était là. Un faux testament. Un procureur complice. Un frère enrichi. Un mari accusé. Une femme morte. Et une enfant qui avait vu. Sarah savait, murmura-t-elle. Quoi? Elle avait découvert la vérité. Sa voix se fit plus sombre. Et elle allait parler. Le silence, cette fois, était presque solennel. Alors ils l'ont fait taire, conclut Charles. Denise rouvrit les yeux. Dans son esprit, les pièces du puzzle s'assemblaient avec une clarté terrifiante. Ce n'était pas une erreur judiciaire. C'était une construction. Un plan. Une mise en scène. Et Rémi? Sa voix se brisa légèrement, mais elle reprit immédiatement. Rémi était le coupable parfait.
Un homme brisé, ivre, sans alibi solide. Facile à accuser. Facile à condamner. Facile à oublier. Denise retourna s'asseoir lentement. Il nous manque encore une chose. Quoi? Elle fixa les documents étalés devant elle. Un témoin. Un vrai. Quelqu'un qui avait vu. Quelqu'un qui pouvait parler. Son regard glissa vers un détail qu'elle avait presque ignoré jusque-là. Un nom. Marc Dupont. Le jardinier. Disparu une semaine après le crime. Elle sentit son souffle se suspendre. Charles. Oui? Je crois qu'on vient de trouver la pièce manquante. Le nom de Marc Dupont ne quitta plus l'esprit de Denise. Il revenait sans cesse, comme un écho oublié que personne n'avait pris la peine d'écouter. Un homme disparu une semaine après un meurtre. Un homme dont personne n'avait véritablement cherché la trace. Dans n'importe quelle autre affaire, cela aurait suffi à déclencher une enquête approfondie. Mais ici, tout semblait avoir été classé trop vite, comme si certaines questions dérangeaient davantage qu'elles n'intéressaient. Denise le savait désormais avec certitude. Ce dossier n'était pas simplement entaché d'erreurs. Il avait été construit pour cacher quelque chose. Et ce quelque chose prenait racine dans la famille elle-même. Elle passa les heures suivantes à remonter le fil des événements, non plus comme une simple avocate analysant des preuves, mais comme une historienne de la vérité, cherchant à comprendre comment chaque décision, chaque silence, chaque mensonge avait contribué à bâtir cette illusion parfaite. Grégoire Dubois, le cadet. Celui dont on parlait peu dans les premiers rapports, mais dont l'ombre semblait désormais s'étendre sur toute l'affaire. Avant la condamnation de Rémy, il n'était qu'un employé discret, sans fortune particulière, sans influence notable. Puis, presque du jour au lendemain, sa situation avait changé. Denise observa les relevés financiers, les acquisitions immobilières, les investissements, les partenariats. Tout commençait après l'arrestation de Rémy. Comme si l'événement n'avait pas été une tragédie pour lui, mais une opportunité. Il a tout récupéré, murmura-t-elle. Les terres familiales, les propriétés, l'héritage. Ce qui, selon le testament original, devait être partagé entre les deux frères. Elle se pencha davantage sur les documents, cherchant à comprendre non seulement le comment, mais surtout le pourquoi. Et la réponse ne tarda pas. Sarah. Ce n'était pas un hasard si tout avait commencé quelques semaines avant sa mort. Denise retrouva une trace administrative presque insignifiante, une demande de copie de documents légaux, émise par Sarah Dubois. Testament parental, acte de propriété, document notarié. Elle s'appuya contre le dossier de sa chaise, le regard perdu dans le vide. Tu avais compris. Sa voix était basse, presque respectueuse. Sarah n'était pas une victime passive. Elle était comptable, méthodique, rigoureuse. Elle avait l'habitude des chiffres, des incohérences, des anomalies. Là où d'autres auraient accepté les apparences, elle avait creusé. Et ce qu'elle avait découvert l'avait condamnée. Dans l'esprit de Denise, une scène se reconstruisait peu à peu. Non pas telle qu'elle apparaissait dans les rapports officiels, mais telle qu'elle avait probablement eu lieu. Le bureau de Grégoire. Un espace moderne, vitré, dominant la ville. Tout y respirait la réussite récente, presque ostentatoire. Sarah entre sans prévenir. Elle tient un dossier. Son visage est tendu, mais déterminé. Qu'est-ce que ça signifie? Elle jette les documents sur le bureau. Grégoire ne sursaute pas. Il ne panique pas. Il observe simplement. Sarah, quelle surprise. Mais elle ne se laisse pas détourner. J'ai trouvé le testament original, celui que tu as falsifié. Le silence qui suit est lourd. Puis Grégoire se lève lentement. Il ferme la porte. Un geste simple, mais définitif. Attention à ce que tu dis. Ce ne sont pas des accusations, ce sont des faits. Sa voix ne tremble pas. Rémy avait droit à la moitié, tu as tout pris. Grégoire la regarde, et dans ses yeux, il n'y a plus de façade, plus de masque. Seulement du calcul. Et tu crois que quelqu'un va te croire? Sarah ne recule pas. J'ai des preuves. Les preuves disparaissent. Il s'approche d'elle, lentement. Les gens aussi. Dans le présent, Denise rouvrit les yeux. Elle sentait encore cette tension,
comme si elle avait été témoin de la scène elle-même. Elle l'a menacé, dit-elle à voix haute. Et il a répondu. Charles était au téléphone. Il suivait son raisonnement. 1 semaine, continua Denise. Il lui a donné 1 semaine. Et elle n'a jamais eu cette semaine. Le silence se fit. Mais ce silence n'était pas vide. Il était plein de conséquences. Ce n'était pas un crime impulsif, conclut Denise. Sa voix était ferme désormais. C'était planifié. Elle se leva et commença à marcher dans la pièce, son esprit en mouvement constant. Il avait besoin d'elle morte, mais pas seulement. Il avait besoin de quelqu'un pour porter la faute. Exactement. Rémi, un homme fragilisé, alcoolisé, présent sur les lieux, sans alibi. Et avec Aurélien, il pouvait contrôler toute l'affaire. Les mots s'enchaînaient désormais avec une logique implacable. Le faux testament, le procès accéléré, le témoin manipulé, les preuves traitées en urgence et la condamnation. Denise s'arrêta net. Tout était prêt avant même le crime. Le poids de cette réalisation s'abattit sur elle avec une violence silencieuse. Cela signifiait une chose terrible. Sarah n'était pas seulement une victime, elle était une cible. Et Rémi, un dommage collatéral planifié. Il y a encore une chose, dit Charles. Quoi? Le jardinier, Marc Dupont. Denise ferma les yeux un instant. Dis-moi qu'il n'a pas disparu par hasard. 1 semaine après le crime, plus aucune trace. Et personne n'a enquêté. L'affaire était déjà close. Denise serra les poings. Non, elle n'était pas close. Sa voix tremblait légèrement, mais pas de peur. De colère. Elle a été enterrée. Elle retourna à son bureau, fixa les documents, puis prononça lentement. Marc Dupont a vu quelque chose. Et ça lui a coûté sa vie. Ou pire. Un silence. Il est peut-être encore en vie. Charles hésita. Après 5 ans, Denise leva les yeux. Si quelqu'un a pris la peine de le faire disparaître, elle marqua une pause. C'est qu'il valait plus vivant que mort. Le raisonnement était risqué, fragile, mais il suffisait. Trouve-moi sa famille, dit-elle. C'est déjà en cours. Elle inspira profondément. L'affaire venait de changer de nature. Ce n'était plus une enquête. C'était une course contre le temps. Et quelque part, dans l'ombre, quelqu'un détenait encore la vérité. Le village de Saint-Georges-sur-Loire semblait appartenir à un autre temps. Après plusieurs heures de route, Denise quitta les grands axes pour s'enfoncer dans des chemins étroits bordés de champs et d'arbres anciens. Plus elle avançait, plus le monde moderne semblait s'effacer derrière elle, comme si la vérité qu'elle poursuivait avait choisi de se cacher dans les replis oubliés du pays. Lorsqu'elle arriva enfin, le silence du lieu la frappa immédiatement. Ici, pas de sirène, pas de circulation, pas de bruit incessant. Seulement le vent dans les feuilles, le grincement d'une vieille clôture, et cette impression diffuse que tout ce qui s'était passé dans ce village restait enfermé dans ses murs, transmis par des regards plutôt que par des mots. La maison de Consuelo Dupont se trouvait au bout d'un chemin de terre, légèrement en retrait. Une bâtisse simple, marquée par les années, mais entretenue avec soin. Devant, un grand manguier étendait son ombre protectrice sur la cour, comme un gardien silencieux. Denise coupa le moteur et resta un instant immobile, les mains sur le volant. Elle sentait que ce moment était important, peut-être décisif. Puis elle descendit. La porte s'ouvrit avant même qu'elle n'ait le temps de frapper. Consuelo Dupont apparut sur le seuil. Une femme âgée, au visage creusé par le temps et les épreuves, mais dont le regard conservait une dignité intacte. « Que voulez-vous » demanda-t-elle avec méfiance. « Je m'appelle Denise Martin, je suis avocate. » Elle marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. « J'enquête sur une affaire liée à la famille Dubois. Je crois que votre fils peut m'aider. » Le changement fut immédiat. Les yeux de Consuelo s'emplirent de larmes. « Mon fils a disparu il y a 5 ans. » Sa voix trembla légèrement, mais elle continua. « La police n'a jamais vraiment cherché. Ils ont dit qu'il était parti travailler ailleurs, mais je sais que ce n'est pas vrai. Marc ne m'aurait jamais abandonné.
Denise hocha doucement la tête. Est-ce qu'il vous a laissé quelque chose? Un message? Une indication? Consuelo hésita. Puis elle fit un pas de côté et invita Denise à entrer. L'intérieur de la maison était modeste, mais ordonné. Chaque objet semblait avoir une place précise, comme si maintenir cet ordre était une manière de lutter contre l'absence. La vieille femme disparut quelques instants dans une autre pièce, puis revint avec une lettre froissée qu'elle tendit à Denise avec précaution. Elle est arrivée 3 jours avant sa disparition. Denise prit le papier avec délicatesse. L'écriture était irrégulière, pressée, comme dictée par l'urgence. Elle lut. « Maman, s'il m'arrive quelque chose, je veux que tu saches que j'ai vu quelque chose de terrible dans la maison où je travaille. Quelque chose qui implique des personnes très puissantes. Je ne peux pas en dire plus par écrit, mais j'ai gardé des preuves en lieu sûr. Si quelqu'un te pose des questions, tu ne sais rien. Je t'aime, Marc. » Le silence qui suivit était lourd. Denise releva lentement les yeux. Il avait des preuves. Oui. La voix de Consuelo était presque un souffle. Mon fils n'était pas un menteur. Denise sentit son cœur se serrer. Savez-vous où il aurait pu les cacher? Non. Elle secoua la tête, impuissante. Mais s'il a dit qu'il les avait, alors elles existent. Denise replia soigneusement la lettre. Merci. Elle se leva, mais resta un instant immobile. Quelque chose persistait, une sensation diffuse, comme si cette histoire ne s'arrêtait pas là. Et elle avait raison, car ce n'était pas la seule trace laissée par Marc. Sur le chemin du retour, alors que le soleil commençait à décliner, son téléphone vibra. « Denise, c'est Charles. Dis-moi que tu as quelque chose. J'ai trouvé un autre élément, et celui-là, tu vas vouloir le voir. » Quelques heures plus tard, dans un café discret à l'écart du centre-ville, Charles posa une enveloppe devant elle. « Ça vient d'arriver ce matin, sans expéditeur. » Denise l'ouvrit lentement. À l'intérieur, un dessin. Un simple dessin d'enfant. Des traits irréguliers, des couleurs vives, une maison, une silhouette au sol et une autre debout à côté. Mais ce n'était pas un dessin ordinaire. L'homme représenté portait une chemise bleue. Denise sentit son souffle se bloquer. « Soline, murmura-t-elle. Probablement. Charles désigna un détail. Regarde la date. 3 jours après la mort de Sarah. Denise, au dos, une phrase écrite d'une main adulte. Si quelqu'un trouve ceci, il est peut-être déjà trop tard. Mais si ce ne l'est pas, continuez. La vérité est plus proche que vous ne le croyez. Monsieur D. Marc Dupont. Denise ferma les yeux un instant. Il est vivant. Tu en es sûr? Elle rouvrit les yeux, déterminée. Oui. Sa voix ne laissait aucune place au doute. Quelqu'un n'aurait pas gardé ce dessin pendant 5 ans pour ensuite l'envoyer, s'il était mort. Charles, il attendait le bon moment, continua-t-elle. Et ce moment, c'est maintenant. Denise observa à nouveau le dessin. Les couleurs, les proportions, la scène. Elle a tout vu. Et elle l'a dessiné. À 3 ans, elle inspira profondément. C'est une preuve. Pas suffisante devant un tribunal. Non. Elle releva la tête. Mais combiné au reste, un silence. Ça peut tout changer. Elle rangea le dessin avec précaution. Il nous faut plus. Comme quoi? Un témoignage. Elle marqua une pause. Et quelqu'un d'autre? Qui? Denise réfléchit un instant. Puis, Sarah avait une amie proche. Elle parcourut rapidement ses notes. Béatrice. Charles fronça les sourcils. Encore un Leclerc? Oui, mais pas du même côté. Le lendemain, Denise se rendit chez Béatrice. La maison était petite, remplie de souvenirs et de silence. Une odeur de thé flottait dans l'air, comme une tentative de douceur dans une vie marquée par le regret. Sarah m'a appelé la veille de sa mort, dit Béatrice après quelques minutes. Sa voix tremblait légèrement. Elle avait peur. De quoi? De Grégoire. Le nom résonna comme une confirmation. Elle m'a dit qu'elle avait découvert quelque chose, une fraude, le testament. Denise hocha lentement la tête. Pourquoi n'avez-vous jamais parlé? Béatrice baissa les yeux.
Aurélien est venu me voir. Un silence. Il m'a dit que si je disais quoi que ce soit, il détruirait ma vie. Ses mains tremblaient. J'ai eu peur. Denise la regarda longuement, puis doucement. Et maintenant? Béatrice releva les yeux. Il y avait quelque chose de nouveau dans son regard. Maintenant, j'ai honte. Une pause. Et je suis prête à parler. En sortant de la maison, Denise sentit un poids se lever légèrement. Mais pas complètement. Car en montant dans sa voiture, elle remarqua quelque chose. Une voiture noire, stationnée au bout de la rue. Moteur allumé, immobile. Elle démarra. La voiture aussi. Elle prit une rue. Elle suivit. Une autre. Toujours là. Son cœur accéléra, mais son visage resta calme. Elle continua, jusqu'à s'arrêter devant un commissariat. La voiture passa. Mais quelque chose tomba sur la route. Denise attendit quelques secondes, puis sortit. Elle ramassa l'objet. Une médaille. Simple. Usée. Gravée. MD. Marc Dupont. Elle leva les yeux. La voiture avait disparu. Mais elle n'était plus seule dans cette enquête. Quelqu'un la suivait. Quelqu'un voulait l'aider. Ou la prévenir. Et quelque part, Marc Dupont était encore en vie. Les jours suivants, Denise ne dormit presque pas. Chaque minute passait dans un tourbillon de recherches, de témoins à interroger, de papiers à analyser. Mais plus elle avançait, plus elle avait l'impression de s'enfoncer dans un labyrinthe. La vérité, si elle existait, se dérobait sans cesse sous ses doigts, comme une toile d'araignée fragile qu'on peine à saisir. Et pourtant, elle sentait qu'elle approchait du centre, de ce point exact où tout se réunirait enfin. Il y avait trop de pièces manquantes, trop de zones d'ombre. Mais Marc Dupont était la clé. Il avait vu, il avait compris, et selon toute vraisemblance, il était toujours en vie, quelque part, dans l'ombre, attendant le bon moment pour sortir à la lumière. Le téléphone de Denise vibra alors qu'elle était en route pour rencontrer Béatrice Leclerc une nouvelle fois. Un message de Charles. « Denise, j'ai retrouvé Marc Dupont. » Elle s'arrêta en plein milieu de la rue. Son cœur s'emballa. « Où est-il » demanda-t-elle, une nervosité perceptible dans sa voix. « C'est compliqué » répondit-il, « mais je t'envoie l'adresse, fais attention. » Elle attrapa ses affaires sans perdre une seconde, se dirigea vers sa voiture et démarra en trombe, le moteur hurlant comme un avertissement dans la nuit tombante. Le silence s'était emparé d'elle, une sensation étrange de vide, comme si la scène entière se préparait à éclater. Quelques minutes plus tard, elle arriva dans un petit quartier abandonné, en périphérie de la ville. Les maisons étaient vieilles, mal entretenues, désertées. Un vent froid soufflait dans les ruelles vides. L'adresse de Charles la mena jusqu'à une vieille bâtisse en briques, apparemment abandonnée. Un sentiment de malaise la saisit à la gorge. Elle s'arrêta un instant, le regard fixé sur la porte, une étrange sensation de déjà-vu l'envahissant. Elle sortit de la voiture, son pied frappant le pavé avec détermination. À chaque pas, son esprit se remplissait de questions, mais elle se força à garder son calme. Elle savait que l'instant était crucial. La porte était entr'ouverte. Elle s'avança prudemment, poussant la porte sans bruit, entrant dans l'obscurité de la maison. Il n'y avait aucun bruit, rien. Puis, une voix. « Denise !» Elle sursauta et se retourna. Une silhouette se dessina dans l'ombre. Marc Dupont. Il était là, devant elle. Mais il était différent. Miné, fatigué, mais encore vivant. Il s'avança lentement, ses mains tremblantes, un air grave sur le visage. « Je savais que tu viendrais, dit-il, sa voix rauque. » Denise n'eut pas le temps de répondre. Elle s'approcha, mais il la stoppa d'un geste. « C'est trop dangereux, Denise. Il faut que tu partes. Ils ne te laisseront pas faire. »« Qui ?» demanda-t-elle, les yeux fixés sur lui, son cœur battant plus fort. « Ils savent tout. Grégoire, Aurélien, ils veulent que tout reste enterré. Ils croient qu'ils ont tout effacé. » Marc marqua une pause, son regard se perdant dans l'ombre qui les entourait. « J'ai vu ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont manipulé, le testament, le meurtre de Sarah, tout. Mais ils m'ont fait taire, ils m'ont fait disparaître. Je ne pouvais plus rien dire. » Denise l'écoutait,
chaque mot frappant son esprit comme une révélation douloureuse. Tu sais ce qu'ils ont fait à Sarah, n'est-ce pas? Continua-t-il, sa voix tremblante d'émotion. Elle hocha la tête lentement. Oui. Ils l'ont tuée parce qu'elle savait, parce qu'elle avait découvert la vérité. Elle fixa Marc, la compréhension éclatant en elle. Et toi, tu l'as vu? Tu savais qu'elle allait parler, c'est pour ça qu'ils t'ont fait taire. Ils t'ont fait disparaître, Marc, pour que tu ne puisses pas témoigner. Je ne pouvais rien faire, répéta-t-il, une note de désespoir dans la voix. Je les ai vus. Je savais qu'ils allaient tout effacer, alors je suis parti, caché. Marc se tut un instant, son regard se durcissant. Mais maintenant tu es là, et il est trop tard pour eux. Ils ne peuvent plus tout contrôler. Denise sentit une détermination nouvelle prendre racine en elle. C'était la pièce manquante. Marc Dupont détenait la vérité. Il était le témoin qui pourrait tout bouleverser. Elle se pencha vers lui, le regard sincère. « Marc, il faut qu'on parle à la police. » Il secoua la tête, un sourire amer se dessinant sur ses lèvres. « Pas à la police, pas encore. » Denise le fixa, perplexe. « Mais pourquoi ?»« Parce que l'affaire est plus grande qu'il ne le croit. Parce que ce n'est pas juste Grégoire et Aurélien. Ce n'est pas un simple complot familial. Il y a des gens bien plus puissants derrière tout ça. »« Qui ?» demanda-t-elle, ses yeux se durcissant. Marc se tourna lentement vers une vieille table en bois où il avait caché une pile de documents jaunis. Il la poussa vers elle. « Regarde ça, tout est là. » Denise prit les papiers avec précaution. C'étaient des documents notariés, des transactions secrètes, des enregistrements de conversations. Il y avait aussi des copies de documents de la police et des photos d'archives. Elle parcourut les pages, le sang lui montant à la tête. « C'est impossible, murmura-t-elle. » Il y avait des noms qu'elle reconnaissait, des personnages qu'elle n'aurait jamais imaginé mêlés à cette affaire, des politiciens, des entreprises, des puissants qui avaient tout intérêt à ce que la vérité ne soit jamais révélée. « Ils sont partout, dit Marc, dans tout ce système. » Denise posa les documents sur la table, le regard brûlant de rage. « Ce n'est plus une question de justice, c'est une guerre. » Marc se leva lentement, ses jambes tremblantes sous le poids des années passées dans l'ombre. « Exactement. Et maintenant, il est temps de les affronter. » Denise le regarda un instant, réalisant pleinement l'ampleur de ce qu'elle venait de découvrir. Mais en même temps, une profonde détermination envahit son cœur. Ce n'était plus seulement une question de rétablir la vérité pour Rémi, pour Sarah ou pour Céline. C'était une lutte pour révéler les ténèbres dans lesquelles toute cette société était plongée. Une lutte pour que la vérité éclate, coûte que coûte. Marc la regarda, une lueur d'espoir dans ses yeux fatigués. « On a encore une chance, Denise, une seule. » Elle se leva lentement. Le poids de cette responsabilité semblait s'alourdir, mais en même temps, elle sentait qu'elle ne pouvait plus reculer. « Alors faisons en sorte que cette chance ne soit pas gâchée. » Ils s'avancèrent tous les deux vers la porte. Le vent soufflait dehors, emportant avec lui des années de secrets et de mensonges. Le temps était venu. Il n'était plus seul dans cette guerre, et cette fois, la vérité allait enfin être entendue. Les jours qui suivirent furent un enchevêtrement de tensions, de préparations méticuleuses et de décisions hâtives. Denise savait qu'ils avaient peu de temps. Si Grégoire, Aurélien et leurs complices avaient laissé tant de choses dans l'ombre, c'était parce qu'ils pensaient être intouchables. Mais maintenant, elle détenait la clé. Et avec Marc, tout ce qu'il avait vu, tout ce qu'il savait, elle avait une chance de faire éclater la vérité. Les documents qu'il lui avait montrés étaient essentiels, mais ils ne suffisaient pas à eux seuls. Marc était le témoin, mais sans un soutien solide, sans la pression des autorités et sans un plan bien ficelé, tout pouvait échouer. Grégoire avait ses propres alliés, puissants, prêts à tout pour protéger leurs secrets. Denise avait réfléchi longuement à la meilleure manière de faire avancer l'enquête. Elle savait qu'elle devait agir vite, mais elle devait aussi jouer prudemment. Pas seulement pour Rémi, ni pour Sarah, mais pour tout ce qu'ils avaient découvert. Elle se rendit donc à la préfecture. Cette fois, ce n'était pas seulement la justice qu'elle venait chercher, mais une arme, un moyen de pression. Elle rencontra un procureur bien différent de ceux auxquels elle était habituée. D'abord réticent, cet homme avait lui aussi ses propres raisons d'être méfiant envers ceux qui avaient manipulé la vérité dans l'affaire Dubois. « Vous n'êtes pas la première à venir avec de telles histoires, Denise, » lui dit-il en lui serrant la main. « Mais quelque chose en vous me dit que vous n'êtes pas ici par hasard. » Elle s'installa dans son bureau, l'esprit plus tranquille.
Elle savait qu'une fois l'affaire ouverte, elle ne pourrait plus la refermer. Il n'y avait plus de retour en arrière. « Vous avez les preuves, vous avez le témoignage, maintenant vous avez ma parole, dit-il. Mais il y a une condition. » Denise se redressa, prête à tout entendre. « Nous devons agir en silence. Ne rien laisser filtrer. Les gens à qui nous avons affaire sont puissants, mais surtout, ils sont prêts à tout pour protéger leurs secrets. » Elle acquiesça, le regard fermement posé sur lui. « Je n'ai pas l'intention de laisser tomber, dit-elle. » Le procureur hésita, mais il savait que c'était la seule chance qu'ils avaient. La vérité, toute la vérité, devait éclater, mais il leur fallait d'abord préparer chaque mouvement avec soin. Ils prirent la décision ensemble. Ce serait une course contre la montre, un jeu de stratégie dans lequel la moindre erreur pourrait être fatale. Une semaine passa, chaque jour pesant plus lourd que le précédent. Denise, seule face à la vérité qui se dressait devant elle, sentit le poids de l'enquête se concentrer en elle. Les pressions augmentaient, mais elle tenait bon. Elle savait qu'ils approchaient du moment décisif. Marc, toujours caché dans l'ombre, attendait. Il ne voulait pas se montrer, de peur que les hommes derrière tout cela ne l'attrapent avant qu'il puisse témoigner. Mais chaque nuit, il se rapprochait un peu plus de l'idée de tout dire. Il avait compris que seule la vérité pourrait leur donner la force de lutter contre la corruption qui avait gangrené tout ce système. Le jour fatidique arriva plus vite qu'elle ne l'avait prévu. Le procureur avait agi. Les policiers, sous couvert d'une enquête sur une toute autre affaire, avaient commencé à recueillir les témoignages, à interroger les témoins clés. Les preuves s'accumulaient, mais à chaque nouvelle découverte, un sentiment de frustration envahissait Denise. Chaque coupable, chaque corrupteur semblait disparaître dans le vent, comme si l'injustice était inscrite dans les fondements mêmes de l'histoire. Et pourtant, au milieu de ce tourbillon, une chose restait claire. La vérité serait entendue. Rémi Dubois serait innocenté. Sarah aurait une mémoire digne d'elle. Et Soline vivrait enfin dans un monde où son passé n'aurait plus le pouvoir de la détruire. La première arrestation fut celle de Grégoire. Il ne résista pas. Il savait que le mur s'effondrait autour de lui, que l'étau se resserrait. Le regard de Denise, lorsqu'il fut menotté, escorté par la police, était empli de compassion froide. Ce n'était pas la victoire qu'elle recherchait, mais la nécessité de réparer. 1 heure plus tard, c'est Aurélien qui se rendit. Cette fois, il n'avait pas les mêmes alliés pour l'aider à fuir. La justice avait repris son cours, implacable. Lorsque l'affaire fit la une des journaux, il ne s'agissait plus d'un simple meurtre ou d'une fausse accusation. C'était un complot, un réseau de pouvoir caché qui s'effondrait sous les yeux du monde. La vérité brilla enfin, éclatante, brutale, nécessaire. Mais pour Denise, ce n'était pas une victoire totale. La justice avait été rendue, certes, mais elle savait que le système restait fragile. Il suffisait d'une nouvelle génération d'hommes avides pour recommencer à manipuler. La lutte, elle, continuerait toujours. Dans le parc de la prison, Rémi retrouva enfin Soline. La petite fille n'avait plus ce regard distant. Elle était là, debout, à côté de lui, les yeux brillants d'une lueur d'espoir. Ils se regardèrent sans rien dire, mais le poids de 5 années d'attente se dissipa lentement. Soline murmura, presque timidement. « Papa, tu sais, je savais que tu ne l'avais pas fait. » Rémi sourit, ses yeux remplis de larmes. Il s'agenouilla devant elle, la prenant dans ses bras. Les années de souffrance, de mensonges et de pertes se dissipaient dans ce simple geste. « Je sais, mon amour, je sais. » Denise regarda la scène depuis l'entrée. Une étincelle de soulagement traversa son cœur. Elle avait gagné une bataille. Mais la guerre, elle, continuerait. Toujours. Elle tourna les talons, prête à reprendre le combat, prête à défendre ce qui restait à défendre. Ce n'était pas la fin de l'histoire. Ce n'était qu'un nouveau commencement.